Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous avons une séance, même plutôt une série de séances que nous introduisons aujourd'hui, communes au cercle du renouvellement constitutionnel et au cercle du renouvellement spirituel, puisque nous allons aborder les thèmes d'entropie et de négantropie, qui sont des notions scientifiques, mais qui ont des impacts sur la politique, sur les rédactions des constitutions, et nous allons voir en quoi, Christian notamment nous présenter ça sur l'aspect entropie, mais également des impacts sur les aspects cosmogoniques, c'est-à-dire sur l'origine du monde et sur les moteurs qui sont à l'œuvre dans le monde, dans l'univers, et donc, ça a aussi un aspect sur, évidemment, la spiritualité. Donc, c'est pour ça que ces présentations seront multiples, puisque chacun d'entre nous va présenter une partie, tant l'entropie, la négantropie et sa vision. Donc, ça sera au moins en 3 parties. Nous commençons aujourd'hui par Christian, qui va nous présenter la notion d'entropie et va nous introduire justement ces réflexions et ces questions que cela pose. Vas-y Christian. Alors, la loi de l'entropie, bonjour à tous, la loi de l'entropie est énoncée dans le deuxième principe de la thermodynamique. Qu'est-ce que c'est que la thermodynamique? La thermodynamique, c'est une branche de la physique qui traite de la dépendance des propriétés physiques des corps à la température. C'est-à-dire en fait des phénomènes où interviennent des échanges thermiques et plus concrètement, et là pour faire répondre directement à Eberhardt, il traite des transformations de l'énergie sous toutes ses formes. Donc, quoi de plus concret pour l'individu d'aujourd'hui que les problèmes d'énergie, puisque notre civilisation n'existe que par l'énergie. L'énergie artificielle, bien entendu. En plus de l'énergie naturelle qui nous permet de vivre, d'exister, de mourir, etc. Alors, quel rapport, me direz-vous, entre l'étude du deuxième principe de la thermodynamique, qui énonce la loi de l'entropie, et l'objet social du cercle du renouvellement constitutionnel, c'est-à-dire donner de la substance à un renouvellement constitutionnel, et l'objet social du cercle du renouvellement spirituel, c'est-à-dire donner de la substance à un renouvellement spirituel. Enfin, je souhaite que ce soit là-dessus que s'articulent les débats, l'échange qui suivra la présentation de cette notion d'entropie. Il y aura aussi, à la suite de cette présentation, peut-être dans une deuxième séance, une présentation de l'antonyme de l'entropie, c'est-à-dire de la négantropie, que j'introduirai de mon point de vue, parce que j'ai appelé une introduction à la critique de la négantropie, que je considère comme étant un sophisme scientifique, voire en fait un sophisme religieux. Voilà. Alors, le petit schéma que je vous ai mis en partage, c'est simplement pour situer les choses, c'est, on va dire, la cosmologie de la thermodynamique. Hein, c'est-à-dire que nous avons donc voilà le Soleil. Alors j'ai essayé d'agrandir ça. Voilà. Le Soleil qui constitue notre source principale, disons, on va dire pour faire simple, parce qu'il va falloir qu'on simplifie quand même les notions, notre source unique d'énergie, la Terre, les terres échangent de l'énergie avec le Soleil, et le Soleil est pratiquement la seule source d'énergie qui soit livrée à la Terre et qui permet à toute la matière vivante de la Terre, de la planète Terre, d'exister. Donc, l'énergie solaire, c'est un gain net pour la Terre, c'est-à-dire qu'on ne paye pas pour l'avoir. Alors, on va déjà introduire la notion d'entropie, puisqu'on voit sur cette petite figure que le Soleil, donc, Soleil, c'est marqué fusion, le Soleil, entre parenthèses, c'est
une réaction chimique à l'intérieur du Soleil, c'est la fusion nucléaire. C'est justement ce que recherchent les scientifiques de Cadarache avec donc le projet ITER. Il s'agit de reproduire tout simplement entre d'énormes champs magnétiques ce qui se passe dans le Soleil, c'est la fusion nucléaire. Voilà. Donc il y a une perte de masse chaque fois que chaque jour, le Soleil, chaque minute, le Soleil perd de la masse qui est proportionnelle à l'énergie qui est rayonnée vers le cosmos, et c'est la raison pour laquelle le Soleil va mourir dans environ 5 milliards d'années, puisqu'il est né il y a 5 milliards d'années. Dans 5 milliards d'années, il deviendra une boule noire. Voilà. Alors, donc la Terre, elle stocke d'énergie, et toute la matière fossile, hein, les hydrocarbures, voilà, c'est en fait de l'énergie solaire qui a été stockée. On ne va pas revenir, bien entendu, on ne va pas parler du phénomène qui a présidé à la fabrication des hydrocarbures. Et puis, il y a l'effet de serre, c'est-à-dire que l'énergie qui arrive sur la Terre, eh bien, s'il n'y avait pas cet effet de serre, elle repartirait aussitôt, ce qui fait que la Terre serait à moins des dizaines de degrés, et grâce à cet effet de serre, eh bien, la Terre bénéficie d'une température tempérée, ce qui permet à la vie de se développer. Donc, voilà pour poser en fait le schéma dans lequel se déroulent toutes les opérations physiques entre l'homme et la nature. Alors, le deuxième principe de la thermodynamique, ça veut dire qu'il y en a un, il y en a un premier, il y en aura un troisième, il y en aura un quatrième, il y a même un principe zéro. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le principe numéro 2. Je vais quand même donner très rapidement une indication sur le premier principe. Le premier principe de la thermodynamique, il établit que lors de toute transformation, voilà, on met de l'oxyde de fer et du coke dans un haut fourneau, on chauffe et ça fait de l'acier. Voilà. Et nous sommes là au cœur des problèmes, c'est extrêmement trivial, extrêmement concret, tout le monde comprend. Eh bien, il y a donc c'est une transformation thermodynamique dans laquelle il y a conservation d'énergie. Ça rappelle le principe de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée. Donc en ce monde, tout se conserve, et notamment l'énergie. Mais le problème, c'est de savoir sous quelle forme il se conserve. Et c'est là qu'intervient le deuxième principe de la thermodynamique, qui est également connu sous le nom de principe de Carnot. Ce principe, il établit l'irréversibilité des phénomènes physiques, en particulier lors des échanges thermiques. N'oublions pas que la civilisation industrielle, elle est appelée très souvent, et à juste raison, la civilisation thermo-industrielle. C'est que tout ce qui est fabriqué, tout ce qui constitue notre mode de vie et nos objets quotidiens, c'est grâce à la chaleur. Donc, c'est un principe. Le deuxième principe de la thermodynamique, c'est un principe d'évolution qui fut effectivement énoncé la première fois par Sadi Carnot en 1824, mais qui a fait l'objet de plusieurs généralisations et formulations successives sans que le fond de l'affaire soit modifié, notamment par Clapeyron en 1834 et surtout Clausius en 1850, qui fait qu'on appelle très souvent le deuxième principe de la thermodynamique, le principe de Clausius-Carnot. Il y a eu également Kelvin, qui est intervenu là-dessus, Boltzmann en 1873, et plus près de nous, Max Planck en 1912. Alors, ce deuxième principe, comme je dis, il introduit cette fameuse notion de fonction d'état d'entropie. L'état d'entropie qui est habituellement assimilé à la notion de désordre, à la notion d'un désordre qui ne peut que croître lors d'une transformation industrielle. Et donc, une transformation, une opération industrielle, ça fait augmenter le désordre de l'univers. Alors, d'une façon technique, scientifique, le deuxième principe énonce que toute transformation d'un système thermodynamique,
s'effectue avec augmentation de l'entropie globale, incluant l'entropie du système et du milieu extérieur. Alors ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'entropie du système, c'est par exemple de la machine dans laquelle on va introduire des inputs et de laquelle il va sortir des outputs. De par le deuxième principe de la thermodynamique, cette entropie va augmenter, mais, et là, je vais commencer à parler de nos amis de la négantropie, qui vont dire oui, mais des fois, c'est égal à zéro ou ça diminue. Non, n'oublions pas que le deuxième principe de la thermodynamique parle du système et de son milieu extérieur. C'est-à-dire que même si dans des cas très rares, à partir desquels, évidemment, on s'est développé le contexte de négantropie, même si à partir de cas très rares, on parlera d'ailleurs de la feuille de cuivre tout à l'heure, on a une diminution de l'entropie dans le système qui fabrique. On a par contre une augmentation de l'entropie, tout corps intervenant pris en compte. C'est-à-dire milieu intérieur, tous les dispositifs des machines qui permettent de faire ça. Donc on dit qu'il y a création d'entropie, et là, pour nous résumer et pour raccrocher toujours à la vie quotidienne, la civilisation industrielle, hein, aussi bien petit artisanat que grosse industrie, ça crée en permanence de l'entropie et ça crée du désordre. On va voir ce que ça veut dire cette notion de désordre. Alors, le schéma numéro 5, alors là je vais essayer d'être... Hein, voilà, vous voyez, voilà donc un processus classique de la civilisation industrielle. En input, on a de l'énergie, alors qu'on appelle ici libre et accessible, on va voir ce que c'est que l'énergie libre, et puis une matière organisée et accessible, et ça c'est de la basse entropie, c'est-à-dire que c'est une, voilà, l'énergie elle est initiale, elle n'a pas été modifiée, la matière elle est initiale, elle n'a pas été modifiée, c'est de la basse entropie. On introduit ça dans la machine, il y a la transformation, et cette machine va sortir de l'énergie dissipée et de la matière dissipée. Cette énergie ne pourra plus être récupérée et la matière ne pourra plus être récupérée. Donc, le dispositif industriel utilise de la basse entropie qu'il transforme en haute entropie et il transforme en fait des ressources en déchets en produisant effectivement des biens, mais ces biens sont générateurs de dégradation, plutôt de dissipation irrémédiable de la matière utilisée. Voilà. Alors, 3 remarques. L'entropie d'un système isolé, alors, on va passer très rapidement là-dessus, parce qu'il y a les systèmes fermés, systèmes semi-fermés, au système fermé. Bon. L'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter ou rester constante, puisqu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur. Le deuxième principe, donc, de la thermodynamique, est un principe d'évolution qui stipule que toute transformation s'effectue avec création d'entropie. Donc, je me répète. Alors, l'entropie d'un système peut diminuer, mais ça signifie, là aussi je me répète, que l'entropie du milieu extérieur augmente de façon plus importante, mais ce qu'il faut voir, c'est que le bilan anthropique demeure toujours positif. Et donc, c'est une réfutation par avance de toutes les idées de négantropie. La civilisation industrielle, alors on va dire, et là j'anticipe sur la conclusion, à partir de la révolution néolithique, c'est qu'à partir du moment où l'homme a cessé de n'utiliser que ce que la nature lui donnait sans la transformer, eh bien, on est entré dans un processus de création d'entropie avec un bilan anthropique toujours négatif, enfin toujours positif plutôt, c'est-à-dire qu'on fabrique de l'entropie chaque fois que l'on transforme. Alors transformer, ça commence par la charrue, par l'arère en bois qui creuse un sillon dans la terre et qui y sème des graines. Hein. Voilà. Alors, l'exemple de la feuille de cuivre est très intéressant parce qu'effectivement, quand on fabrique en industrie une feuille de cuivre, à partir d'un minerai de cuivre, donc du minerai de cuivre et puis une feuille de cuivre à la sortie, on diminue l'entropie parce qu'il trouve que la feuille de cuivre a une entropie plus basse que son minerai. Mais ça a été obtenu
grâce à un plus grand accroissement de l'entropie dans le reste de l'univers, dans le reste du milieu ambiant, par la mise en œuvre de tout le processus industriel qui a permis la création, la transformation de ce minerai du cuivre en feuille de cuivre. En fait, s'il n'y avait pas ce déficit anthropique, on serait capable de convertir le travail en chaleur et en inversant le processus, de récupérer la totalité de la quantité initiale de travail, comme dans un monde imaginaire, dont beaucoup d'ailleurs rêvent, notamment les croissancistes. Et pas que. Et dans un tel monde, la science économique orthodoxe, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, atteint le sommet de son règne, précisément parce que la loi de temps, la loi de l'entropie, est ignorée depuis le début de la civilisation industrielle, mais je le répète, en fait, elle est ignorée depuis le début de la révolution néolithique, mais sous une forme extrêmement minime, hein, pendant une dizaine de siècles, et elle s'est développée, elle s'est accélérée de façon exponentielle, de façon diaboliquement exponentielle, à partir, on va dire, du milieu du 19e siècle, date conventionnelle du début de la révolution industrielle. En fait, en économie réelle, hein, si on veut faire de l'économie réelle et pas de l'économie fiction, il n'y a pas de repas gratuit. C'est-à-dire que le prix de chaque chose est égal à son coût. Sinon, ça voudrait dire qu'on peut obtenir quelque chose pour rien. Et c'est un mythe, hein, qui habite justement les gens qui pensent que cette civilisation va pouvoir continuer. Croire que ça peut continuer, c'est, je pense que on a déjà parlé de ça dans un entretien précédent, ça constitue l'un des mythes les plus dangereux, les mythes économiques actuels. On a vu que l'homo industrialis, était agi par des mythes de façon au moins aussi importante que les populations primitives, hein, par exemple les Indiens Bororo de l'Amazonie qu'a étudié Claude Lévi-Strauss. Eh bien, nos habitants aujourd'hui des pays développés sont agis par des mythes tout aussi importants et sans doute plus dangereux pour la survie de la collectivité qu'il n'était dangereux à l'époque des tribus primitives. Alors, dans le contexte de l'entropie, ce qu'il faut bien voir, c'est que chaque action de l'homme ou d'un organisme, voire tout processus, ne peut aboutir qu'à un déficit pour le système total. Alors ça vaut aussi d'ailleurs pour les processus naturels. Bon, je vais simplement le dire, mais on ne va pas le développer. Donc on a dit que non seulement l'entropie de l'environnement augmente, hein, bon, mais pour illustrer, on va dire que l'entropie de l'environnement augmente avec, par exemple, chaque litre d'essence qu'on met dans le réservoir de la voiture. Mais il y a plus, c'est qu'une part substantielle de l'énergie libre qui est contenue dans cette essence, au lieu d'actionner la voiture, se traduira directement par un accroissement supplémentaire d'entropie. Alors, il faut voir un petit peu cette notion d'énergie libre et d'énergie liée. Alors, bon, tout ce que je viens de dire, effectivement, ça n'apparaît pas parce qu'aujourd'hui, les ressources sont abondantes et sont d'un accès facile. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a pu, jusqu'à présent, ignorer la dure loi implacable de l'entropie. Alors, l'énergie liée. Par exemple, on va prendre une illustration. Lorsqu'on brûle un morceau de charbon, son énergie chimique, on va dire son énergie globale, elle reste identique, elle subit ni diminution ni augmentation. Mais son énergie libre initiale s'est tellement dissipée sous forme de chaleur, de fumée et de cendre que l'homme ne peut plus l'utiliser. Elle s'est dégradée en énergie liée. Alors, je vais essayer d'afficher le schéma numéro 3, qui est le schéma juste ce sera le dernier affichage. Voilà, donc c'est une petite équation, ce sera la seule équation.
L'énergie totale, c'est l'énergie libre, hein, plus l'énergie inutile ou énergie liée dans lequel qui est générée par l'entropie. Entropie, température, voilà. Donc l'énergie, elle est dissociée en deux, une qui est libre et l'autre qui est inutile, qu'on ne pourra plus récupérer, qu'on appelle énergie liée. Cette énergie libre, qui est de l'énergie initiale, elle est stable. L'énergie liée, au contraire d'une énergie libre, elle est chaotiquement dissipée. Alors, on peut exprimer cette différence d'une autre façon encore. On va dire que l'énergie libre implique une certaine structure ordonnée, comparable à celle d'un magasin. Par exemple, toutes les viandes se trouveraient sur un comptoir, les légumes sur un autre, les fruits sur un autre. L'énergie liée, c'est de l'énergie qui est dispersée en désordre, comme si dans ce même magasin, on avait fait passer une tornade. C'est la raison pour laquelle cette entropie se définit aussi souvent comme une mesure du désordre. C'est Boltzmann qui a introduit cette idée. Alors, quelque chose de très important aussi, c'est de voir que cette énergie, cette notion cette distinction entre énergie libre et énergie liée, c'est une notion physique, mais c'est une physique anthropomorphique. À la différence de la physique de Newton, qui constate quelque chose qui est indépendant de la volonté de l'homme, hein, une pomme qui tombe de l'arbre, c'est la loi de la gravitation. La distinction entre énergie libre et énergie liée, la création d'entropie, ça n'intervient que lorsque l'homme met en œuvre un processus de transformation de la nature. D'où ce qualificatif d'anthropomorphique qui a été donné à la loi de l'entropie, que nous simplifions énormément parce qu'elle est très très complexe et d'ailleurs les scientifiques qui s'occupent de l'entropie, certains disent que même eux n'arrivent pas à la comprendre réellement. Alors, pour mémoire et pour que la présentation soit assez complète, on a parlé du premier principe, on a parlé du deuxième principe, qui nous intéresse essentiellement dans cette communication. Il y a trois autres principes, c'est le troisième et le quatrième. Excuse-moi Christian de t'interrompre, est-ce que tu peux juste répéter ce que tu viens de dire par rapport à ce qu'on ne peut pas comprendre? C'est bien la notion d'énergie libre, c'est ça que tu as dit? C'est la notion d'entropie. Ce concept d'entropie, qui est un concept anthropomorphique, peut-être seul exemple dans la science, dont la notion même est difficile à comprendre par ceux-là même qui l'étudient et qui l'ont mise en évidence. Voilà. D'accord. Alors, les trois autres principes, c'est le principe 3, hein, sur lequel on va passer très rapidement. C'est le principe dit de Nernst. Bon, c'est un essai de mesure d'entropie, parce qu'on parle de cette entropie, on la définit, on fait une équation, mais est-ce que ça se mesure en kilowattheure? Est-ce que ça se mesure en joules, en mètres? Eh bien, bon, le principe de Nernst, c'est le principe numéro 3, dit que la valeur... Alors, bon, je vous lis ça, mais pour moi, c'est absolument incompréhensible. La valeur de l'entropie de tout corps pur dans l'état de cristal parfait est nulle à la température de 0 Kelvin. Kelvin, c'est l'unité de base de la température thermodynamique. Voilà, c'est cité pour mémoire. Évidemment, on n'en dira pas plus. Alors, le principe numéro 4, il n'existe pas dans la chronologie des principes de la thermodynamique, mais il a été suggéré par Nicolas Georgescu-Roegen, qui est ce mathématicien économiste qui a fondé toute sa théorie de la décroissance sur les lois de la thermodynamique, et qui propose d'étendre le principe de l'entropie, qui est le principe de la dissipation de l'énergie lors d'une transformation industrielle, de l'étendre dans la matière.
Parce qu'effectivement, on a dissipation, lorsqu'on a une transformation, vous avez vu le petit schéma tout à l'heure avec la machine qui avale des inputs et qui sort des outputs, qui avale de la basse entropie et qui sort de la haute entropie, eh bien, on a parlé d'énergie qui était utilisée et qui ensuite était dissipée. Alors, on va prendre l'exemple que j'ai déjà cité tout à l'heure, qui est l'exemple de base de la civilisation industrielle, c'est la fabrication de l'acier. La fabrication de l'acier, c'est la mise en contact d'un oxyde de fer avec une source de chaleur, c'est-à-dire de la houille, transformée sous forme de coke. Bon. Et on a bien de l'énergie et de la matière. Hein, on ne peut pas fabriquer d'acier si on n'a pas d'oxyde de fer. On ne peut pas fabriquer d'acier si on n'a pas de houille, si on n'a pas d'énergie. Alors aujourd'hui, on fabrique de l'acier avec de l'électricité. On le fabrique avec de l'énergie. Et donc, Roentgen a fait tout simplement remarquer l'évidence même, c'est que dans cette transformation, il y a aussi de la matière qui se dissipe aussi. C'est-à-dire qu'on récupère, on fabrique une bêche, on fabrique une plaque d'acier, eh bien, on va avoir de l'acier, mais il y a de la matière aussi qui s'est dissipée. Voilà, et qu'on ne pourra plus récupérer. La dissipation, d'ailleurs, continue après pendant la vie, toute la vie du socle de bêche ou la vie de la tôle d'acier, parce que cette tôle d'acier, elle va petit à petit se dissiper également. Voilà, on anticipe. Et puis, pour terminer, il y a le principe zéro de la thermodynamique qui institue la température comme grandeur caractérisant l'équilibre thermique, et plus généralement qui institue la température comme base de la thermodynamique. Et il faut remarquer il faut noter, c'est très important, que cette température, elle est inconnue en mécanique, notamment, hein, puisque, en fait, la thermodynamique, c'est l'adversaire, la thermodynamique appliquée à l'économie, hein, c'est l'adversaire de la mécanique appliquée à l'économie. Voilà. Bon. Alors, le principe zéro, il a été énoncé après, en fait, le premier et le deuxième principe, mais on l'a appelé principe zéro parce qu'il fonde cette notion de température. Voilà, donc la présentation très rapide de l'entropie. Et alors, en quoi est-ce que l'entropie telle que je voulais présenter, enfin telle qu'elle existe, telle qu'elle intervient dans le cadre de notre vie de tous les jours, puisque c'est elle qui intervient chaque fois qu'il y a fabrication d'objets de la vie quotidienne, eh bien tout simplement parce que la civilisation industrielle est, je dirais même sous une forme minimisée, la révolution néolithique a ignoré le principe de l'entropie. C'est-à-dire qu'elle a dit, nous allons fabriquer, nous allons transformer la nature, nous allons transformer les ressources naturelles, hein, et cette transformation n'a pas de limite. Voilà. Et nous aurons toujours de la matière et de l'énergie pour pouvoir continuer cette transformation et pour pouvoir apporter des objets à la vie de l'homme, de l'homo sapiens. Donc, ça n'est pas non plus une coïncidence que les organisations sociétales, c'est-à-dire les premières rédactions de constitution, les premières édictions de règles coercitives ont commencé avec la révolution néolithique et se sont accélérées, ont pris des dimensions plus importantes, se sont institutionnalisées de façon très très large et sur l'ensemble de la planète après la révolution industrielle. Et parallèlement, eh bien, les courants spirituels qui ont été, qui se sont nourris forcément, qui se sont nourris du développement industriel, du développement économique. Y a-t-il une relation entre le développement économique et l'évolution de la spiritualité? Je pense que oui, je dis que oui, et sans doute que la discussion ensuite montrera si d'autres intervenants ici ont une idée différente.
quelle était, il faudrait dire à ce moment-là, quelle était la spiritualité avant la révolution néolithique? Qu'est-ce qui a changé avec l'introduction de la thermodynamique dans la vie de l'homme? Voilà. Voilà les questions qui sont posées. Alors, bon, je terminerai avec une petite introduction à la critique de la négantropie, qui donc est je considère est un avatar hein, de l'idéologie de l'industrialisation, idéologie de l'industrialisation qui repose sur cette vision mécaniste. La vision mécaniste, c'est la vision qui s'oppose à la vision thermodynamique du monde. Alors, c'est le paradigme de la science newtonienne, la vision mécaniste. Et cette idéologie de l'industrialisation provient essentiellement de l'ignorance ou du refoulement. Alors, est-ce que c'est de l'ignorance? Est-ce que c'est du refoulement? En tout cas, c'est sans doute de l'ignorance avant Carnot, avant 1800, 1850, début de la révolution industrielle. Mais ensuite, ça ne peut plus être de l'ignorance de façon, disons, factuelle. Ça peut être de l'ignorance au niveau, disons, de l'homme ordinaire, mais au niveau de la société tout entière, je pense qu'il faut plutôt parler de refoulement que d'ignorance. Alors, à la fin du 19e siècle, on a assisté au triomphe de la mécanique statistique dans le démarrage de la civilisation industrielle, avec cette interprétation, alors qu'on a appelée interprétation probabiliste de l'entropie, par Maxwell, les fameux démons de Maxwell, que Nicolas Steenruygen a qualifié de contrebande d'entropie. Avec cette idée, alors Maxwell, c'était l'information. L'information va créer de l'entropie négative, va créer de la négantropie. Et moi, je considère que ça porte une lourde responsabilité intellectuelle dans nos mythes économiques actuels, modernes, à propos de l'énergie et de la matière. C'est-à-dire, tout ce que pensent les gens à propos de l'énergie et de la matière sont, à mon avis, impactés négativement par ces démons de Maxwell et autres. C'est comme pour. Juste, je t'interromps une seconde. C'est comme l'effet rebond. En fait, de dire, bah voilà, les ordinateurs sont de plus en plus puissants et on va avoir beaucoup moins besoin d'ordinateurs et les rechanger, par exemple. Oui, alors, oui, c'est intéressant. C'est pas tout à fait ça, mais on peut continuer là-dessus. Alors, je termine. J'ai plus que une minute. Alors, parce que c'est vrai que les lois actuelles de la physique et de la chimie n'expliquent pas complètement la vie. Bon, d'où cette critique possible de l'entropie. Mais, d'un point de vue scientifique, l'idée que la vie puisse violer une loi naturelle n'a pas de fondement scientifique. C'est ça le problème. Néanmoins, si on y regarde en première analyse, la vie elle-même semble échapper, et je pense que Luc va nous le dire, la vie elle-même, à première vue, ça semble échapper à la dégradation anthropique. On va même peut-être nous dire que la vie, c'est de la négantropie. La vie elle-même semble donc échapper en première analyse à la dégradation anthropique à laquelle est soumise la matière inerte, hein, puisqu'on a parlé d'oxyde de fer, hein, la vie, hein, c'est pas de la matière inerte. Ce qui semble, toujours en première analyse, donner du grain à moudre aux négantropistes. Mais, en réalité, et en deuxième analyse, tout organisme vivant, c'est vrai, s'efforce sans cesse de compenser sa propre dégradation anthropique continuelle en assimilant de la basse entropie. Ah, il va cueillir des baies, c'est de la basse entropie, négantropie. Et en rejetant de la haute entropie. Hein, les défécations, là, c'est de la haute entropie. Mais ce phénomène n'est pas contraire à la loi d'entropie. Parce que n'oublions pas que la loi d'entropie stipule que c'est seulement l'entropie du système total qu'il faut considérer, c'est-à-dire l'organisme humain qui prend une baie et qui rejette des matières fécales, mais c'est tout son environnement. Et c'est toute l'entropie de l'environnement qui augmente. Et de ce fait, de ce point de vue-là, tout est en règle d'un point de vue thermodynamique aussi longtemps que l'entropie tout est en règle d'un point de vue thermodynamique aussi longtemps que l'entropie de l'environnement augmente plus vite
que l'entropie compensée par l'organisme. Merci Christian. J'ai terminé. Bon, je crois que nous avons bien fait de découper cette émission en 3. Hein. Sinon, on ne serait pas arrivé. Alors, tout d'abord, le frein à l'entropie que vous avez repris tous les deux, Jean-Charles et... Alors, bon, il y a peut-être un malentendu sur négantropie, mais il y a un malentendu peut-être aussi sur cette histoire de frein à l'entropie. Il n'y a pas de frein à l'entropie. Alors, qu'est-ce qu'on pose comme objectif? Ralentir la dégradation anthropique. Bon. C'est pas forcément un objectif, c'est un constat. Le constat actuellement, c'est qu'elle accélère la dégradation anthropique. Hein. Alors, si, moi, je n'utiliserai pas le terme de frein, je l'ai repris parce qu'il utilisait Christian, Jean-Charles. J'utiliserai plutôt le terme de contrainte. Frein à l'entropie, contrainte. Moi, j'utiliserai comme mot. Hein. Voilà, plutôt que frein. Tu dirais quoi, pardon? Contrainte plutôt que frein. Contrainte? Oui, plutôt que frein, j'utiliserai plutôt contrainte. Contrainte d'entropie? Contrainte, qui s'exerce juste sur la dissipation de l'énergie. Mais bon, j'y reviendrai plus en détail. Moi, ce que j'ai compris, c'est que... Je suis intervenu et puis j'ai été déconnecté. J'étais en train de dire que c'était un constat, tout simplement, pas un objectif. Les freins à l'entropie, c'est un constat. Voilà. Dans ma bouche. Voilà. Je reprenais. Excusez-moi, j'ai été déconnecté. Donc, voilà. Alors, bon, moi, j'ai pas compris cette histoire. Je vois pas où je vois pas de frein à l'entropie. C'est-à-dire que si on reprend le schéma de la machine input-output, hein, qui dissipe l'énergie et qui dissipe la matière, et qui donc crée de la haute, qui absorbe de la basse entropie, et qui, et je vois pas comment on peut freiner ce processus. Alors, si on veut dire que les améliorations technologiques font que on récupère, on perd de moins en moins de matière et, je veux dire, on dissipe de moins en moins de matière, exactement, et on dissipe de moins en moins d'énergie, oui. Ah, bon, ce sont les améliorations technologiques qui améliorent le rendement. Bon, il n'y aurait plus d'entropie si on était capable d'avoir un rendement de 100%. Bon. Or, ça, personne ne dit que c'est possible. Bon. Puisque lorsqu'on parle de négantropie, on dit qu'on va créer autre chose qui va compenser la perte. On ne dit pas qu'on va annuler la perte ou la dissipation. Donc, si, c'est une sorte de frein que je ne comprends pas. Si il s'agit de dire, bon, tout ce qu'on peut faire actuellement, c'est faire en sorte qu'on dissipe le moins possible. Oui. Alors, il y a une façon de dissiper le moins possible encore mieux, c'est de ne pas faire de processus industriel, d'en faire moins. Voilà. S'il s'agit maintenant de créer quelque chose, alors, bon, l'histoire de l'information, c'était ça, hein, de créer, parce que l'entropie, elle augmente, c'est l'ensemble du milieu ambiant. L'idée de créer quelque chose qui va faire diminuer l'entropie et qu'on va pouvoir continuer à fabriquer, faire marcher les industries, mais on va créer l'entropie négative pour que finalement on soit truc à zéro. Bon, là on est dans le domaine que je connais pas, dont on entend parler, truc de l'information, c'est ça. C'est un peu ce que dit Rifkin aussi, hein, voilà. Et bon, ça fait partie, à mon avis, des mythes. On peut dire que l'univers, effectivement, dans l'univers, il n'y a pas que la loi de l'entropie, il y a des tas de choses, et là, on est tout à fait d'accord. Mais la loi de l'entropie, telle que l'a écrite Carnot, Clausius, ne considère que l'énergie. Bon, c'est Roentgen, par contre, lorsqu'il suggère de mettre une quatrième loi de la thermodynamique, c'est une suggestion qu'il a faite, qui n'a été reprise absolument par personne dans la communauté scientifique. Hein. Il dit il faut également étendre, alors il ne dit pas que l'entropie, il faut étendre la loi de l'entropie à une loi de dissipation de la matière et faire une quatrième loi de l'entropie. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Bon. Donc, après, les freins de l'univers,
C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Heureusement que la loi de l'entropie ne s'adapte pas à l'univers. Si la loi de l'entropie s'appliquait à l'univers, bon, mais c'est fini. L'univers, il disparaîtrait. Donc, il y a effectivement il y a des contre-entropies. Mais sur le plan, là, on ne parle que de l'énergie. Non. Avec l'entropie. Avec l'entropie, on ne parle que d'énergie. Personne. Bon, ça n'existe pas dans l'entropie de parler de la matière. Bon. Lorsque on parle du processus industriel, eh bien, le processus industriel, on constate qu'il y a de l'énergie et de la matière. Donc, il y a la loi de l'entropie qui intervient et on parle de dissipation de l'énergie. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans le discours politique, écolo, on parle que de problèmes d'énergie, on va avoir des problèmes d'énergie, et que personne ne parle de problèmes. Ça n'inquiète personne, la fin des métaux, ça n'inquiète personne. Parce que oui, dans le discours, regarde, Aurore Stéphane fait dans ceux qui agitent des banderoles, la matière, ça ne leur fait pas peur. Le seul truc, c'est il n'y a plus de pétrole, qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie? Donc, il y a une prédominance erronée, je suis d'accord, de l'énergie égale notre mode de vie, hein, et on oublie, bon, on est bien d'accord. Bon, là, on parle d'entropie. L'entropie étant une loi qui parle de l'énergie et de rien d'autre, il y a un frein dans l'univers, effectivement, mais de l'univers, pas dans notre petite bulle fermée, système fermé, hein, de la planète Terre, où on fabrique des trucs dans les usines. Alors, semi-fermé, on va simplifier. Trucs fermés. Fermés, en tout cas, vis-à-vis de la matière. Parce que la Terre échange de l'énergie avec le cosmos via le Soleil. Par contre, elle n'échange pas de matière. Donc, au niveau de la matière, on a un système fermé. Bien. Eh bien, de ce point de vue-là, la loi de l'entropie s'applique pour nous dire, attention, on dégrade l'énergie, il n'y aura plus d'énergie. Puis Röntgen dit, écoutez, bon, il n'y aura plus de matière non plus. Personne ne l'a écouté. Bon, voilà. Je pense qu'en fait, on est d'accord, hein. Voilà. Sauf que tu fais une erreur en disant que d'un point de vue de la dénomination de nomenclature scientifique, la loi d'entropie, ça part de la matière. Non, la loi d'entropie, tu peux voir n'importe quel thermodynamicien, physicien te dira la loi d'entropie, on ne parle pas de la matière. Alors, je trouve que l'exposé de Luc la semaine dernière et l'exposé de Jean-Charles cette semaine sont extrêmement intéressants, mais ils me semblent hors sujet. Alors, sujet, si on est d'accord sur l'énoncé du sujet, bien entendu. Bon. Si l'énoncé du sujet est quel rapport ou quel impact y a-t-il, quelle interaction y a-t-il entre le concept d'entropie, entropie négentropie, je veux bien l'histoire entropie négentropie, et l'organisation sociétale des Homo sapiens, donc les rédactions constitutionnelles, des règles, et disons le système de croyance, hein, on va appeler comme ça la spiritualité. Quelle est l'interaction entre ces deux choses-là? Je pense que l'exposé de Jean-Charles et de Luc ne le traite pas réellement. Il est beaucoup question dans vos exposés, je dirais même presque exclusivement question dans vos exposés, de choses extrêmement intéressantes, qui est la cosmologie, hein, donc l'acception cosmologique de la notion d'entropie. Parce que la notion d'entropie, c'est effectivement, on l'avait compris, une notion extrêmement large, difficile à appréhender, d'un point de vue physique, d'un point de vue métaphysique. Alors, je ne suis pas d'accord avec disons l'épithète de philosophique. Bon, c'est un débat que je lance, mais on va peut-être pas le lancer tout de suite. Bon, pour moi, il n'y a rien de philosophique dans l'entropie, mais bref. Donc, voilà. Alors, l'explication, le petit cours de vulgarisation sur l'entropie dans l'univers,
encore une fois, me paraît hors sujet par rapport à l'énoncé tel que... Voilà, bon. Je me suis attaché, pour ce qui me concerne, et dans le cadre de la présentation que j'ai faite, qui était d'ailleurs plus courte que les deux vôtres, à ne considérer exclusivement que, c'est un parti pris, l'action humaine, c'est-à-dire l'entropie dans le cadre de l'action humaine, et plus précisément les activités humaines, les activités que l'homo sapiens ou l'homo industrialis a développées à partir du milieu du 19e siècle, la civilisation industrielle, la société industrielle. Quelle est donc l'interaction, quelle est l'utilisation faite, comment dans l'équation industrielle, la méga-équation industrielle que l'homme a développée à partir de 1850, où se trouve l'entropie. Et j'y ai répondu, j'ai tenté d'y répondre. Là, je réponds à la question liminaire de Jean-Charles qui disait « je ne me souviens plus très bien des conclusions de Christian », mais la conclusion c'était « l'homme a ignoré l'entropie à partir du moment où il a développé la civilisation industrielle. En fait, il a commencé à l'ignorer à partir du néolithique, mais disons, cette ignorance ne s'est pas manifestée de façon visible parce que l'activité humaine est restée extrêmement balbutiante. C'est à partir du moment où l'activité industrielle, pardon, c'est à partir du moment où l'activité industrielle s'est développée de façon asymptotique que on peut dire quid de l'entropie là-dedans, c'est qu'on ignore l'entropie. On a oublié cette loi. Alors, l'entropie pris donc dans son acception de paramètres de l'équation industrielle, voilà, et pas dans son acception cosmologique. Parce que tout ce que vous avez dit concernant l'entropie de l'univers, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il me semble que on n'en tire pas on ne peut pas en tirer des conclusions. Alors j'attends que vous m'en tiriez des conclusions sur donc les deux sujets qui sont la rédaction constitutionnelle, enfin la façon dont la société humaine écrit des règles pour vivre en collectivité, et sur le développement des spiritualités que j'appelle des systèmes de croyance. Alors, Jean-Charles a un petit peu quand même effleuré cela lorsque il a développé son volet philosophique de l'entropie. La notion du vivant, je croyais être vivant, en fait je suis mort, et c'est parce que j'ai compris l'entropie. Bon, d'accord. Bon, tout ça est extrêmement intéressant, voilà. Mais je suis un peu, je reste sur ma faim parce que je m'attendais à ce que, d'ailleurs, je me demande du coup si ces enregistrements ont leur place dans le site ou la chaîne du cercle du renouvellement constitutionnel et de celle du cercle du renouvellement spirituel, parce que au bout du compte, on n'a pas une piste, on n'a pas identifié le paramètre entropie-négantropie comme étant constitutif d'un système de croyance ou d'un système législatif. Parce que finalement, ce que j'ai tenté de montrer, pour ce qui me concerne, dans ma présentation, c'est que, à partir de la révolution industrielle, à partir du milieu du XIXe siècle, eh bien, l'homme ne pouvait plus continuer sur le même système de croyance et ne pouvait plus continuer sur le même système politique. Et que l'évolution des systèmes politiques, des organisations
disons, des corpus législatifs qui génèrent les modes opératoires politiques, était forcément, et l'histoire, l'analyse détaillée de l'histoire le constate, c'est d'ailleurs pas une coïncidence si les grandes révolutions du 19e siècle, en France et puis ailleurs, ont débouché sur les modifications planétaires des systèmes politiques, puisque nous sommes passés, on va simplifier, de la monarchie à la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie, on ne va pas débattre là-dessus. Voilà, et que parallèlement, pour ce qui concerne le monde spirituel, eh bien, les croyances traditionnelles se sont éclatées en une multitude, je dirais, de croyances particulières, de spiritualité, de façon, disons, si on considère que l'économie, c'est la confrontation de l'homo sapiens avec le réel, et que la spiritualité, c'est la confrontation de l'homo sapiens avec ce qu'il ne maîtrise pas, ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il ne saisit pas. Donc, ce qui se passe dans ses mains, pour l'économie, et ce qui se passe dans sa tête, pour la spiritualité, eh bien, ça, c'est la révolution industrielle. Donc, alors l'entropie, mais l'entropie, encore une fois, j'ai dit pris au sens de, mais pris au sens aussi de sa place dans la thermodynamique. Ce qui est important, c'est l'ensemble de la thermodynamique, c'est-à-dire les trois lois. En fait, elles sont presque 5, puisqu'il y a la loi 0, la loi 1, la 2, la 3, et puis on propose, il y a Huygens qui propose une quatrième, et puis je ne sais plus qui en propose aussi une quatrième. Voilà. Bon, c'est les lois de la thermodynamique, appliquées ou ignorées, bien, qui régissent et qui sont le fondement de la révolution du mode de vie des sociétés humaines à partir du milieu du XIXe siècle. Et l'entropie, bon, on intervient comme partie prenante d'un ensemble plus vaste qui est la thermodynamique. Alors, du point de vue, bien sûr, du processus industriel, pas au niveau de la cosmologie, au niveau de la cosmologie, je suis tout à fait d'accord avec cet équilibre. D'ailleurs, j'ai bien aimé le jeu de billard de Jean-Charles, parce que, bon, c'est exactement ça. Et puis, je terminerai en répondant, parce que, bon, là, j'avais évidemment tout un tas de remarques, minute par minute, sur les exposés de Luc et de Jean-Charles, mais bon, on s'en sortirait pas. Là, je vais terminer sur la question reposée par Luc sur cette fameuse équation. La fameuse équation E égale F plus ST, E étant appelé énergie totale, F énergie libre, et S, bon, vous savez tous que c'est l'entropie, T la température, ST donc le multiplicateur, la multiplication ST, c'est l'énergie liée, l'énergie inutile. Alors, bon, je ne vais pas me battre sur cette équation, puisque Luc dit qu'il faut mettre le F à gauche et mettre le E devant, puis mettre un moins derrière. Bon. En fait, il y a tout un tas d'équations qui sont utilisées qui veulent dire quelque chose de différent. En fait, là, bon, bien entendu, l'énergie libre, ça donne de l'énergie interne dans la machine, et puis de l'énergie liée. Donc, une énergie libre qui est égale à l'énergie interne, celle qui va fabriquer le travail, et puis l'énergie liée, l'entropie, qui se dissipe dans la nature. Là, cette formule, elle veut dire qu'il y a une énergie totale, pour que les gens comprennent bien, et qui, alors, c'est pas arithmétique, bon, c'est, je dirais, bon, philosophique. C'est-à-dire qu'il y a une énergie libre plus une énergie liée. Mais bon, je vais pas me battre sur cette truc. Par contre, voilà. En fait, ce qui me paraît résumé, enfin illustrer plus exactement, c'est plutôt ce schéma que je vous avais montré, que je remets à l'image parce que j'aimerais terminer là-dessus. C'est celui-là. Voilà.
La société industrielle, c'est ça. Peu importe le E égale FT, c'est qu'on a, hein, on a le schéma thermodynamique de la bioéconomie. Ça, la bioéconomie, c'est la société industrielle. C'est ça, c'est la bioéconomie. On a des ressources et on a ce que Reagan appelle des déchets, hein, qui ne sont pas des déchets, c'est pas les pots de banane, c'est une notion plus physique du déchet. Et on a la machine. On a la machine, hein, transformation, effectivement. Luc nous a parlé de l'entropie, c'est une transformation de configuration. Oui, bon, d'accord. On a bien effectivement une énergie libre et accessible qui rentre en input. On a de la matière organisée et accessible qui rentre à l'état de basse entropie. Et là, du coup, tiens, je vais rebondir sur l'histoire du cuivre de Jean-Charles. Il y a la transformation, mais qu'est-ce que c'est la transformation? C'est l'homo industrialiste, homo sapiens, qui met une machine. On n'est pas dans la cosmologie, on n'est pas dans les planètes qui tournent, on n'est pas dans tout ça. C'est l'homme qui a construit une machine. Et ça donne de l'énergie dissipée et de la matière dissipée. Voilà, on a de la basse entropie en entrée et on a haute entropie en sortie. Voilà. Je ne me bats que sur ce schéma et pas sur les petites équations donc tarabuste un peu Luc, et il a sans doute raison. Alors, j'ai dit que je terminerai là-dessus, mais ça me fait tout d'un coup penser à ce qu'a dit Jean-Charles à propos de la Miss Aurore, là, voilà, qui enfonce ses portes ouvertes. La Miss Aurore, hein, pas Jean-Charles. Et donc, le cuivre, mais attends, faut qu'elle lise Reagan. Reagan se sert de l'exemple de la plaque de cuivre, hein, pour démonter justement cette histoire de contrebande d'entropie, parce qu'effectivement, le minet de cuivre, il est très, enfin, le cuivre est très disséminé, hein. Bon, il est donc quasiment en état de haute entropie, et puis l'intervention humaine, et là, Jean-Charles l'a bien dit, il faut des machines, il faut de l'eau, il faut, bon, des quantités de matière, de machines et d'énergie pour atteindre la feuille de cuivre, à l'issue de différentes étapes que nous avons eues également sur les images de la petite aurore. Et donc, la feuille de cuivre a une entropie plus basse que le minerai. Ah, mais alors tout s'écroule. Mais Reagan dit non, les enfants, non. Je vous ai dit, mais vous l'avez oublié, Reagan nous dit, je vous ai dit que ce qui compte, c'est l'entropie globale du système. Et même si, effectivement, on a diminué l'entropie du cuivre en le faisant passer de l'état de minerai disséminé à l'état d'une feuille de cuivre parfaitement pure, donc de 3% à 100%. On a par contre dissipé une quantité astronomique d'énergie et une quantité astronomique de matière pour obtenir tout ça. Et que là, l'entropie globale de l'opération, elle a augmenté. Voilà. Alors, Luc, tu énonces un théorème ou un axiome, tu dis que la négantropie, c'est la contrainte. Et ensuite, tu développes la contrainte donne le bien, donc la négantropie donne le bien. Bon, il faut d'abord être sûr que la négantropie, c'est la contrainte. Or, ça n'est pas démontré. Bon, je ne développe pas. Hein. Tu dis, on est en plein dans le sujet. Pour dire qu'on est en plein dans le sujet, il ne suffit pas de le dire, de le répéter, il faut le prouver. C'est-à-dire qu'il faut dire que la négantropie, telle que tu l'as décrit, cosmologique, hein, conditionne les spirituels et conditionne les rédactions de constitution. Bon, ça n'est pas démontré. Par contre, moi, je dis une chose. Je dis que le processus industriel fait les constitutions et le processus industriel fait les spiritualités. À partir, depuis 2 siècles. Voilà, je fais des trucs schématiques, mais simples. Et que je pars de cela pour dire le processus industriel existe parce qu'il ignore l'entropie. Et pour ce qui concerne l'histoire de la négantropie, je ne conteste pas du tout l'intérêt d'expliquer aux gens ce que c'est que la négantropie. Ce que je conteste, c'est l'intervention de la négantropie dans le processus industriel. Elle n'intervient pas parce que la question qu'on se pose,
Nous sommes tous d'accord pour dire qu'une opération industrielle telle que je l'ai montré dans le schéma d'une machine où il y a des inputs et des outputs, l'entropie augmente. Bon, la question est-ce qu'on peut freiner? Alors, quelque part, tu as dit la négantropie, c'est freiner l'augmentation de l'entropie. Ouais. Moi, je veux une négantropie qui annule. Bon, même freiner. Bon, alors, même freiner. Je n'ai pas la réponse à la question. Alors, moi, je dis qu'elle n'existe pas. C'est ce que Huygens appelle la contrebande d'entropie, Maxwell et Desmond Maxwell, etc. C'est-à-dire, on peut freiner l'augmentation de l'entropie avec de l'information, etc., etc., etc. Ça a été dénoncé aussi par un autre dont j'ai oublié le nom. D'ailleurs, ce n'est pas Huygens qui a inventé le mot contrebande d'entropie, c'est une autre personne dont je vous donnerai le nom après. Et donc, à partir du moment où moi je constate que dans le processus industriel, on n'a rien qui peut freiner ou qui peut annuler l'augmentation d'entropie lors d'une transformation thermo-industrielle de l'activité humaine, eh bien, je dis que la négantropie, elle s'exerce bien entendu dans la cosmologie, on est d'accord. Bon, mais c'est un sophisme, c'est une illusion de croire, et c'est d'ailleurs une sophisme, une illusion que bercent les croissancistes. Hein, le développement durable, c'est on va trouver de la négantropie pour contrer l'augmentation de l'entropie. Ça n'est pas